Bonjour, j'arrive enfin à me connecter sur ton stream. Pourquoi c'était difficile? Bonjour Modi, bonjour Solarium, bonjour, bonjour, bonjour David Ding Dong, bonjour Foc de Basse, bonjour Alex pourquoi pas. Ah, c'est toi Raoul, pardon, j'avais pas calculé. En plus, ton pseudo, il est, comment dire, il est tout à fait, il est tout à fait transparent. Excuse-moi, j'avais pas fait le lien, je suis désolé. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous connaissez cette monster très étrange. Ça a un goût de quoi d'ailleurs? De melon. C'est un goût de melon, je crois. Au même titre qu'il y a celle de, comment dire? Au même titre qu'il y a celle de ce pilote britannique là, dont le nom m'échappe à chaque fois. Euh, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Elle est à celle-ci qui est de Lando Norris. Alors je crois que c'est un pilote de moto, non? Un pilote de moto, je crois. Et donc lui aussi, il a sa propre Monster. Ah, c'est de Formule 1? Peut-être c'est de Formule 1, pardon, je sais pas en tout cas. Ça goûte fort le melon, quoi. Faut vraiment bien aimer le melon. J'imagine que, comme les gens raffinés, tu prends ça avec une. Ok, de l'écurie McLaren, d'accord. Euh, Tu prends ça avec une tranche de jambon, j'imagine, comme le font les gens raffinés qui mangent le melon avec du jambon fumé, là. Vous connaissez ce truc. Peut-être qu'il faut qu'il fasse une monster au jambon pour l'accompagner. Je dis vraiment n'importe quoi. Vous connaissez le truc. Combo melon jambon me paraît tellement douteux, je sais pas qui a eu l'idée. Ben, moi non plus en vrai, mais je l'ai mangé souvent, hein. Je l'ai mangé souvent. Quand j'étais petit, j'allais chez ma tante dans le sud en vacances et c'était les genres de choses qu'ils mangeaient. Genre dans la région de Bordeaux, tout ça, Bordeaux, Agen, c'est des choses qu'ils aiment bien manger, quoi. En été, c'est leur truc. Une vieille tante du sud de la France, exactement, exactement, la sœur jumelle de mon grand-père, donc c'était ma grande-tante en réalité. Ouais. Jambon rouge et melon, banger. Ah ben, il y a des amateurs quand même, il y a des amateurs de ce classique français estival finalement. Je m'en doutais. Comment dire, ça fait partie, si j'ose dire, des fondamentaux de la cuisine française aujourd'hui. Mais pourquoi tu me le mets pas? Je sais, mais il est où le sticker? Oh, il était caché. Alors, avec mortadelle ou jambon de dinde du boucher avec melon, c'est incre. Quand tu dis mortadelle, tu parles du cachir. Attends, genre, melon cachir. Le cachir avec les olives, là. Celui avec les olives. Non, vraie mortadelle. Ah ouais, c'est vrai, ils font de la vraie mortadelle. Ben dis donc, on n'arrête pas le progrès, franchement.
Bravo les gars. Bravo, bravo les gars. Comment ça va, Elias? Tu dois venir à la maison bientôt. J'espère que tu vas venir. On en parlait l'autre jour. Je suis éclaté de fatigue. Bah, tu m'étonnes. Ça mate les matchs ou c'est comment? Vas-y, hein. Mais oui, mais oui, mais oui. Ça va nous, ça va nous, ça va nous détendre un petit peu. Y a pas comme aussi normalement qui vient. J'ai maté la France et ça a trop enchaîné avec chaleur. J'espère ça va vous ici. Bah, comme partout, hein, franchement. Mais moi, ça va, tu sais. En vrai, je souffre pas trop de la chaleur. Mais franchement, Paname, c'est chaud. Paname, c'est chaud. Hier, je marchais dans la rue, j'allais faire les courses. Il y avait une nana qui s'était évanouie, même c'était une Renoir, tu vois. Genre, la canicule, elle est tellement pénible pour certaines personnes à Paname. Je pense à cause du dôme, etc., de l'effet de dôme de chaleur, etc., que même les Renois, ils supportent plus. Ils s'évanouissent dans la rue. C'est terrible, hein. Franchement, c'est quelque chose de maison. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Bonjour, bonjour. La nuit, ça redescend jamais bas. La nuit, ça redescend un peu, quoi. Mais bon, la nuit, il fait genre 20, il s'est fait genre 20%, 20 degrés et quelques, quoi. C'est quand même pas, c'est pas non plus la panacée. Mais bon, c'est l'été le plus frais des 50 prochaines années. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, genre, ils savent pré-shot exactement les 50 prochaines années. Ça me semble étonnant, mais bon, je pense que c'est juste une tendance. La température est pas assez élevée, c'est juste qu'il fait très lourd. J'aime bien perso quand il fait chaud. Bientôt la fin du monde, enfin. Vraiment, on fait un live où on parle du temps qu'il fait. Franchement, on voit qu'on est des millénials, on commence à se faire vieux. On est là à parler 10 minutes du temps qu'il fait. Wesh. On va investir sur la Norvège, je crois. Ouais, c'est vraiment en fait, quand j'étais en Écosse, c'était bien en vrai. L'Écosse, c'était un soft spot. Je viens de péter mon ventilo pile au début de la canicule. Heureusement que l'Algérie a gagné, sinon je sautais du balcon. Il faut des consolations. Mais moi, je vous préviens, je live sans ventilateur. J'ai jamais fait de live avec un ventilateur. On raw dog absolument tout ici. C'est totalement sans vaseline, sans ventilateur, sans climatisation, rien du tout. Euh, on y va, on expérimente les choses, on expérimente l'atmosphère, le caractère poisseux de cette atmosphère de la manière la plus pure et la plus brute. C'est de cette façon que je fais l'expérience de la vie de la classe ouvrière. Exactement, ici c'est la rue, ici c'est la street, c'est la cahier. Le débit de parole est ralenti, il faut réguler. C'est exactement ça. Oui, c'est ce que j'allais dire en plus. C'est que moi, la chaleur, ça va. Ma manière de la réguler, c'est que je fais à peu près la même chose que d'habitude. Simplement, tout est ralenti. Je suis comme les vidéos, vous savez, sur YouTube ou sur TikTok que vous pouvez soit accélérer, soit ralentir. Eh ben, moi, je suis un petit peu ralenti, quoi. Je suis à 0,75, je dirais. À 0,5, chopped and screwed. C'est ça exactement. Chopped and screwed. Exactement. Non, mais c'est. On est dans le bayou. Yes, man. Absolutely. In the deep, deep, deep south, brother. Un vrai fucking pecno de la Louisiane. Un blanc, ce genre de blanc raciste de la Louisiane, ou bien ce genre de cajun. T'as capté ce genre de cajun qui mange des barbecues de hamster, là, des barbecues de ragondins et des cuisses d'alligator. C'est exactement ce type d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on est à ces degrés de température. Des monsters bien chaudes. En vrai, elle était au frigidaire, cette monster, mais elle est déjà quasiment chaude.
Elle est déjà quasiment chaude. Les Pecnos de Louisiane, les meilleurs persos pour les thrillers horrifiques. Oui, absolument. Bah, c'est la première saison de True Detective, la seule saison qui valait d'être vue de cette série. Avec, comment dire. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. J'avais vu qu'il s'était littéralement inspiré pour le personnage là de, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Bref, pas Woody Harrelson, l'autre. De- Ils avaient littéralement lu Thomas Ligotti. J'ai les livres en plus ici dont ils se sont inspirés vraiment pour ce personnage de True Detective. Je les ai quelque part là. Donc il y a le livre de Thomas Ligotti sur l'horreur et cet autre bouquin qui est en plusieurs tomes sur la philosophie de l'horreur. Bref, c'est yeah, Matthew McConaughey. C'est ça. Ils se sont inspirés d'une espèce de vague de philosophes pessimistes aux États-Unis qui avait il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que les livres sont vraiment bien. Les livres sont vraiment bien, notamment celui de Thomas Ligotti. Comment s'intitule-t-il encore? Oh, ça me saoule de pas me souvenir. Il y a tellement de bouquins ici, je sais même pas si j'arriverai à les trouver. Ah, si, j'en vois. Si, je les vois. J'arrive tout de suite. Voilà. Ah, j'ai dit que je faisais le live des conseils d'écriture. Alors, tant qu'à faire, autant commencer par parler des livres. Donc, si vous avez aimé la saison 1 de True Detective, hello les beaufs. Oh là là, vous êtes encore sur ces trucs de beaufs. J'ai bien changé le titre du stream, n'est-ce pas? J'ai plus mis ce truc de beauf de merde. Non, ça marquait bien le live des conseils d'écriture. Ok, ça va. Donc, pour écrire le personnage de Matthew McConaughey, comment ça s'appelle encore? Le scénariste en chef, enfin, il y a un nom pour ça, je me souviens plus. Bref, on s'en branle. Il s'était inspiré, le showrunner, merci. Il s'est inspiré de ceci. Euh, The Conspiracy Against the Human Race de Thomas Ligotti, qui est un essai assez, comment dire, assez étrange où il mélange une analyse du genre horrifique euh, à des réflexions générales sur, comment dire, une analyse métaphysique pessimiste de la société. Mais ce que je trouve le plus intéressant, ce que j'ai moi-même retenu là-dedans, dans ce bouquin-là, dans The Conspiracy Against the Human Race, c'est une manière de concevoir l'horreur surnaturelle comme produisant, il a ça dès l'introduction, ou plutôt dès la préface du bouquin. Euh, Selon lui, la caractéristique de l'horreur surnaturelle, et j'aime énormément cette idée-là, c'est de produire ce qu'il appelle des paradoxes dans la chair. Qu'est-ce que c'est que des paradoxes dans la chair? Ce sont des êtres, donc ces êtres surnaturels, ou peut-être même aussi, comment dire, enfin, c'est peut-être ce qui fait la différence entre le surnaturel et ce qu'on appelait, quand on a parlé des backrooms, surartificiels, mais des paradoxes dans la chair, c'est les objets, ça fait partie des objets classiques de l'horreur gothique, etc. Des choses qui ne devraient pas exister. Mais les êtres qu'on trouve dans la littérature horrifique ou qu'on trouve dans beaucoup aussi de films d'horreur, euh, ce sont des êtres qui nous font pas seulement peur parce qu'ils nous menacent. Bien sûr, comment dire, Jason, je sais pas, Freddy, des griffes de la nuit, etc. Ils nous font peur parce qu'ils sont tout à fait dangereux, quoi. Ils sont effrayants, vous les voyez, ils sont effrayants. Vous les avez vus, comme dire, vous connaissez leur réputation. En plus, à chaque fois dans ces films-là, ils ont déjà une réputation qui les précède. Et puis, vous les voyez commettre des meurtres. Donc forcément, ils sont tout à fait effrayants. Mais en plus, et ceux-là, j'ai pris ces personnages-là. En plus, je les ai pris au hasard, mais ils fonctionnent très bien dans ce cadre-là. Et comme beaucoup d'objets d'horreur surnaturelle, ils fonctionnent aussi comme
des paradoxes dans la chair, ça veut dire qu'ils ne devraient pas exister. En l'espèce, ces deux-là, c'est une espèce de créature de cauchemar et l'autre, c'est une sorte de mort-vivant, quoi. Et du fait qu'ils sont des morts-vivants, ils défient la conception même qu'on a de la vie et de l'humanité. Ce sont des êtres qui, dans leur être même, leur seule existence, remet en doute la structure de la réalité, remet en doute la manière dont on conçoit la réalité. C'est ça qui les rend encore plus effrayants. Et c'est la même chose pour n'importe quelle créature de l'horreur gothique. Les, comment dire, les vampires, bah, qui sont des morts vivants, les zombies aussi, bon, c'est pas de l'horreur gothique, mais bon, vous voyez le truc. Les vampires qui sont des morts vivants, ils devraient être morts et ils sont vivants. Ils inquiètent la frontière entre le vivant et le mort. Donc, paradoxe dans la chair, ce sont des êtres qui ne devraient pas exister. Le fait qu'ils entrent dans notre réalité, ça bouleverse la conception qu'on se fait de l'ordonnancement du réel, et ça nous fait peur. Et il en va de même, par exemple, pour le loup-garou, qui bouleverse la différence entre l'humain et l'animal. Et donc, ce sont des choses qui ne devraient pas exister. Tout ça, ce sont des paradoxes dans la chair. Les paradoxes dans la chair qu'aime bien Thomas Ligotti, parce que ça a un côté vraiment très creepy, et dans ses nouvelles même, son recueil, il y a un de ses recueils de nouvelles, peut-être même qu'il y en a deux qui sont traduits en français, si ça vous intéresse. Je ne suis pas si fan, à vrai dire, des nouvelles de Thomas Ligotti, ça va, c'est pas mal, mais c'est étonnant, je trouve ça étonnamment surcoté en vrai. Ce livre-là est vraiment génial, mais au départ, il s'est fait connaître pour ses nouvelles, et je trouve ok, quoi, ok, mais c'est pas, on n'est pas au niveau d'un Lovecraft ou quoi, malgré ce que les gens en pensent, ce que les gens en disent. Euh, et donc, ces paradoxes dans la chair, c'est, selon lui, bien représenté par des marionnettes vivantes. Il adore mettre en scène des marionnettes vivantes, des pantins qui s'animent, etc. Je sais pas pourquoi, bah, c'est assez creepy, on est d'accord. Et comment dire, est-ce que les baguettes chinoises, c'est un paradoxe dans les couverts parce que ça interroge la frontière entre le couteau et la fourchette. Je pense que c'est assez comment dire, eurocentrique cette conception des choses. Hein. C'est une conception excessivement eurocentrique. Et comme ici on est dans les bails décoloniaux, forcément on peut pas aller sur ce terrain-là. Ce serait absolument scandaleux. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, on est dans le territoire de l'horreur asiatique qui est tout à fait différente, n'est-ce pas? Enfin bref, la conception de la vie de Thomas Ligotti dans The Conspiracy Against the Human Race a pas mal inspiré le showrunner de True Detective pour la première saison. Je pense pas particulièrement pour ce concept de paradoxe dans la chair, mais pour l'idée que euh, les humains eux-mêmes sont pris dans un paradoxe dans la chair également, qui est la chose suivante, qui est un argument que j'ai trouvé très amusant. J'étais étonné qu'en fait, on l'ait pas trouvé avant dans l'histoire de la philosophie. Enfin, peut-être c'est une espèce de remix de trucs que dit Schopenhauer, euh, qui est que le problème de l'être humain, c'est que il est, il diffère du reste du règne végétal et animal parce que l'être qui est doté de la conscience, il a la conscience de lui-même. Mais il passe tout son temps à échapper de cette conscience de lui-même, ou plutôt il la possède, il en a été doué, mais il l'utilise pour ne pas penser aux choses les plus fondamentales, c'est-à-dire pour ne pas penser à sa propre mort. En réalité, voilà, c'est un petit peu un remake des arguments de Pascal, des arguments de Schopenhauer, etc. Mais je trouve ça intéressant couplé avec son truc de paradoxe dans la chair, c'est-à-dire on est le seul être qui est doté de la conscience, mais cette conscience est fondamentalement comme une espèce de parasite en nous qui nous ronge de l'intérieur parce que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas équipés pour en faire le meilleur usage car nous en avons peur, ou plutôt notre seule utilité, la seule véritable utilité de la conscience, c'est de l'échapper parce que c'est intrinsèquement la conscience de notre propre mortalité. Ça, c'est un peu l'idée du personnage de True Detective qui a comment dire, qui est au cœur de sa vision du monde. Et le deuxième truc, c'est Eugene Thacker. Euh, Eugene Thacker qui a publié notamment qui a fait paraître notamment cette trilogie,
la trilogie qui est là, qui est publiée sous le titre Horror of Philosophy, l'horreur de la philosophie, non pas la philosophie de l'horreur, mais l'horreur de la philosophie. Donc il y a 3 tomes. Bon, ils sont un petit peu différents. Mais en vrai, c'est pas spécialement, je pense, ça qui a, en plus à mon avis, quand True Detective a paru, il y avait que le premier tome qui était sorti. Mais je pense que c'est son recueil d'aphorismes qui est vraiment, vraiment génial et hilarant. Je ne l'ai pas ici malheureusement, mais je vous conseille de le lire. Le recueil d'aphorismes de Eugene Thacker, ça s'écrit comme ça, qui s'intitulait euh, Infinite Resignation. Infinite Resignation, qui est un... C'est pas complètement débunké cette idée que seul l'homme est doté de conscience. Moi, je crois pas que ce soit complètement, que ce soit pas complètement débunké à partir du moment où seul l'homme euh, est capable de construire des missiles nucléaires. Je pense que seul l'homme est doué de conscience. Moi, je vois les choses de la sorte. Franchement, je considère pas que la conscience ce soit juste un truc qu'on peut, comment dire, analyser à partir d'imagerie cérébrale, etc. C'est une affaire de conséquences sur de conséquences sur la société. Ok, Trump, oui, bien sûr. Non, mais moi, je vous dis, moi, je suis, comment est-ce qu'on appelle ça? Moi, je suis spéciste à fond. Je suis spéciste à fond et je pense qu'on doit déraciner en nous toute, comment dire, toute forme d'empathie à l'égard des animaux, que c'est le test de l'humanité. Je suis fondamentalement favorable au spécisme parce que je sais très bien que les Blancs, ils ont commencé à parler d'antispécisme à partir du moment où les Noirs sont devenus des êtres humains, d'après, comment dire, un petit peu l'imaginaire général. Ils se sont dit, ben, plutôt que, plutôt que, comment dire, plutôt que partager l'humanité avec cette bande de négrailles, là, ces types absolument répugnants, on va abolir la catégorie d'humanité en général, on va faire rentrer absolument tout le monde là-dedans. Comme ça, ce sera, comment dire, une espèce de buffet à volonté où on pourra mettre les nègres et les singes au même rang et tout le monde sera un petit peu logé à la même enseigne. Ouais, je trouve ça absolument répugnant, franchement. Euh, donc tout ce qui ne peut pas faire de bombe atomique est mangeable. Oui, en gros, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, franchement, le truc, en fait, la base de l'antispécisme, l'argument fondamental que vous avez par le bouquin de l'autre gros con là qui a fait son livre sur, qui a fait le livre sur les animaux là, le philosophe australien absolument cauchemardesque là qui est pour le fait de buter les bébés. Euh, c'est comment dire, il suffit de ressentir la douleur pour avoir des intérêts. Mais je ne crois pas à ça. Moi, je pense que il suffit pas de ressentir la douleur pour avoir des intérêts. Je, je, je pense vraiment que les intérêts se produisent dans la lutte. Ce n'est pas juste oh tu souffres, bon bah ça veut dire que tu as des intérêts. C'est vraiment une absolue dépolitisation du concept des intérêts. C'est en plus une sorte de dolorisme qui est vraiment insupportable, mais qui est profondément libéral. C'est quelque chose qui ne peut être produit que par la philosophie libérale. Je pense que les gens confondent conscience et sentience. Ben, la confusion entre conscience et sentience, elle est très forte, je pense, dans la langue anglaise aujourd'hui. Mais sentience, c'est juste pouvoir avoir des sensations, ressentir la douleur, ressentir le plaisir, c'est ça. Et la philosophie animaliste ou antispéciste a décidé que c'était ça, le trait distinctif, le trait fondamental pour avoir des intérêts. Tout simplement, je ne le crois pas, je ne le pense pas. Je pense que, comment dire, un être peut souffrir et c'est absolument indifférent pour le monde. Je crois ça. Je pense que c'est la politisation de cette souffrance, la socialisation de cette souffrance, la manière dont on va en faire quelque chose, donc une dimension pragmatique qui fait quelque chose de ça. Mais juste le fait qu'un être souffre, le monde est absolument indifférent à ça. Euh, euh, il y a d'autres philosophes antispécistes plus passés. Peter Singer est déjà bien dépassé. Peut-être que je devrais lire ça, mais franchement, étant donné que les fondements, je pense que les fondements philosophiques même de la chose me semblent, comment dire, antithétiques avec toute véritable politique. Je vois pas comment ce truc pourrait m'intéresser. Mais bon, euh,
Surtout en deux expériences de pensée, tu peux ridiculiser le truc. Quelqu'un avec un problème nerveux qui ne ressent aucune douleur, on peut l'esclavagiser. Donc oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. À partir du moment où, comment dire, on dépolitise absolument la chose et où dans l'antispécisme, la seule politisation possible, c'est des êtres humains qui vont parler à la place des animaux pour dire ce qui est bien pour eux parce qu'ils souffrent, blablabla. C'est de la politique de merde. C'est de la politique à chier. Comment dire, on s'est cassé le cul pendant des siècles à dire que la politique, ça consistait à parler pour soi-même. Et là, on a tout un mouvement politique dont le seul intérêt, ça consiste à parler pour autrui qui souffre, pour s'inventer une cause et pour faire le prouveur, etc. Parce que les animaux pensent ci, pensent ça, ils peuvent pas parler, alors je vais parler pour eux parce que je suis leur avocat, etc. C'est vraiment une régression, pour moi, c'est une régression intellectuelle et politique absolument considérable. Je veux dire, les gens se rendent pas compte des conséquences que ça a, mais c'est le, comment dire, la substantifique moelle de ce qu'on appelle le wokisme dans toute sa stupidité, quoi. Vraiment, je vais parler pour les opprimés, ça va me donner une espèce d'intérêt. Moi-même, bien sûr, j'ai aucun intérêt, aucun véritable intérêt politique parce que bah, j'ai pas de problème dans l'existence, mais j'ai trouvé un espèce de groupe comme ça qui a besoin absolument de moi. Là, pour le coup, ça va être les cochons, les crapauds, qu'est-ce que j'en sais, et on va en faire des tartines. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Faites de la politique pour vous. Déjà, commencez par là. Soyez modeste, soyez, comment dire, soyez normaux. Euh, et puis voilà. Et puis voilà. Ce sera déjà pas mal de s'inventer des villes. Bon, bref, j'avais dit c'est le live des conseils d'écriture et je suis là à baver à baver sur Peter Singer et toute cette merde. Euh, T'es prêt pour la vie sur Mars sous scaphandre avec Musk? Alors, je sais pas, je vois pas le rapport, franchement. Euh, Par contre, je pense qu'il est vraiment important de sortir du spécisme en ce que les gens considèrent les animaux comme des meubles. Pour moi, c'est une clé pour développer l'empathie vis-à-vis de l'altérité. Mais bref, bah pour moi, c'est exactement l'inverse. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Si tu génères, enfin, si tu cultives de l'empathie à l'égard de tout et n'importe quoi, ça n'a plus aucune valeur. S'il n'y a pas, comment dire, de reconnaissance de la similarité et de la différence, parce que les gens disent, comment dire, et c'est ça l'argument qui m'énerve, en fait, de dire, oh, comment tu as pu, comment tu peux avoir ce type de discours? À l'époque, les Noirs eux-mêmes, ils étaient traités comme des animaux. Les Noirs, c'était des animaux. Mais c'est un argument d'énormément raciste. Les Noirs ont jamais été véritablement des animaux. C'est pas parce qu'ils ont été, comment dire, traités comme tels par tes ancêtres, les blancs racistes, ton grand-père qui a fait fortune sur l'esclavage et sur la colonisation, que c'était comme ça dans la réalité. Je parle souvent de toutes les luttes anti-esclavagistes qui ont existé. Arrêtez vos comparaisons de merde. Que des comparaisons avec l'esclavage, que des comparaisons avec la destruction des juifs d'Europe. Ça essaye de farm de l'empathie, de farm de la sympathie avec des questions de génocide qui concernent des êtres humains entre eux et surtout des êtres qui s'entre-reconnaissaient comme des êtres humains. Parce que en réalité, cette animalisation des Noirs, ça a été l'objet de tout un travail, de toute une comment dire, une industrie idéologique, juridique, etc. Mais voilà, les Noirs dans l'histoire sont simplement utilisés comme des arguments et comme des accessoires pour les intérêts des autres, des intérêts qui sont toujours beaucoup plus importants, parce que c'est bien évident que les intérêts des loutres sont bien plus décisifs dans ce fucking monde que les intérêts des pauvres nègres que nous sommes. Ça, c'est absolument évident. Bref, moi j'ai de l'empathie envers mes meubles, mais je crois que j'ai un problème. Oui, voilà, on en finit. On va en arriver là. Euh, Petit tracteur. Tu les fais souffrir, mange alors qu'ils nous ressemblent. C'est terrible. Je sais pas exactement ce que c'est, petit tracteur, mais j'aime bien ton blaze. Émeric Caron disait que le spécisme était un peu la base des inégalités ou je ne sais pas quoi. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qu'à la base de tout, à la base, l'inégalité des inégalités, c'est l'antispécisme, ou bien t'as les féministes qui disent que c'est, comment dire, la base des bases des inégalités, c'est l'inégalité
des hommes et des femmes. Maintenant, la méta, comme ça parle beaucoup des bails sordides sur les enfants, etc. La méta, c'est de dire que la base des inégalités, c'est l'inégalité des adultes et des enfants. Tu trouves toujours un truc. Je veux dire, moi, je suis anti-négrophobie à 100%. Le but de ma réflexion et de ce que je raconte, c'est pas de dire que l'inégalité des noirs et des blancs, c'est la base de toutes les inégalités. Genre, il y a toujours cette volonté de prendre le truc qui t'intéresse le plus et d'en faire le fondement de l'humanité. C'est pas le fondement de l'humanité, mais par contre, c'est bien le fondement de ce qui me fait chier dans la société et dans l'écrasante majorité des cas, quand quelqu'un vient me faire chier, c'est avec des relents racistes. Après, est-ce que c'est la base, comment dire, des bases de l'ordre inégalité de manière anthropologique à l'échelle de l'histoire et du monde? J'en doute quelque peu. Mais pour moi, c'est tout à fait important. Les Ukrainiens sont comme nous, ils ont les mêmes voitures. Ah oui, c'est ça. Euh, Norman, est-ce qu'on a commencé les conseils de lecture ou pas encore? Ben pas vraiment, non, pas vraiment, pas vraiment. Après, si j'ai fait, est-ce que c'était vraiment des conseils de lecture? Allez, je termine sur, après, il faut doser aussi. Je pense qu'il y a une forme d'équilibre à avoir d'empathie pour les êtres humains et pour les animaux. Parce que la base des inégalités, c'est un rapport de domination, quel qu'il soit. Oui, d'accord, d'accord. Bon, c'est un peu... Ça, Miss Faya, c'est un petit peu un discours, comment dire... C'est un petit peu un discours de campagne présidentielle que tu nous fais là. C'est un petit peu un discours... Oui, ça va plaire à tout le monde. Ça va plaire à tout le monde ton discours. C'est bien, c'est bien. Tu as mon vote. Tu as mon vote là. Tu feras un très bon délégué de classe. Euh, Bref, revenons-en à nos moutons. Infinite Resignation. Infinite Resignation, très bon livre, recueil d'aphorismes. L'écriture aphoristique, c'est quelque chose qui est trop sous-coté, mais peu de gens le font. Moi, de préférence, mais c'est quelque chose que j'ai lu dans Ligotti, pas dans Ligotti, pardon, dans Thacker lui-même, euh, Infinite Resignation de Eugene Thacker, un recueil d'aphorismes pessimistes, on va dire, qui s'inspire des... Alors, oh oui, qu'est-ce que ça veut dire aphoristique? Pardon, c'est vrai que bah, ça veut dire des formes brèves des aphorismes. Vous savez, si vous avez déjà ouvert, par exemple, un livre de Nietzsche, parfois, il y a des paragraphes qui sont assez courts, comme ça, ou même parfois qui constituent juste une ou deux phrases. Donc, des aphorismes, c'est des textes extrêmement brefs. Et il y a certains auteurs qui sont réputés là-dessus. Bah, par exemple, les moralistes français, La Rochefoucauld, Vauvenargues. Il y a des auteurs comme ça, on va dire, qui ont eu leur heure de gloire entre allez, pour prendre la grande fourchette, entre le siècle classique, disons, le XVIIe siècle et le XIXe siècle, on va dire, dans cette période-là, vous avez beaucoup d'auteurs français d'aphorismes, donc comme je disais, La Rochefoucauld, Vauvenargues, La Bruyère, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, euh, ils décrivaient la société et résumaient un petit peu ce qu'ils observaient de la société, en, notamment ses ridiculités, ses absurdités, etc., en, disons, ce qu'on peut appeler des sortes de punchlines, quoi. En tout cas, des textes assez courts, parfois plusieurs paragraphes, un petit peu, parfois comme quasiment des, des minuscules nouvelles d'observation, ou parfois juste comme quelques phrases, quelques punchlines comme ça qui frappent, qui tapent fort. Et voilà, quelqu'un a mentionné Sioran, Émile Sioran, qui est un auteur roumain, mais qui écrit en langue française, et donc qui est voilà, au XXe siècle un des grands auteurs du genre, un auteur pessimiste qui écrit comme ça dans des formes brèves. Et c'est quelque chose que Thacker a, euh, comment dire, a repris. Wesh Sioran nazi. Oui, 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 enfin nazi. Il était membre dans sa jeunesse d'un parti d'extrême droite roumain, ce qui s'appelait un truc genre la garde de fer, non? Un truc comme ça. Je crois que c'était la garde de fer, le nom de ce parti-là. Et oui, donc ça fait partie de son background, ça fait partie de son origin story, qu'il était d'extrême droite. Après, vous lisez
ces aphorismes, ces textes, comment dire, les textes qui l'ont fait connaître, ça n'a pas particulièrement de, ça n'a pas particulièrement d'aspect nazi, quoi. C'est plutôt sur l'absurdité de l'existence, etc. Donc, moi, je sais pas, moi, j'ai pas particulièrement de. Après, que les écrivains soient fascistes ou pas, c'est pas forcément le truc qui me, comment dire, c'est pas forcément un élément qui m'importe, sauf à partir du moment où on parle véritablement de politique. Mais un texte non politique d'un écrivain, bon, je pense qu'on peut faire la part des choses, quoi. Moi, j'aime bien Sioran. Comment dire, quand je lis ça, ça me remonte le moral, ça me fait souvent marrer. Après, c'est très inégal, mais quand on écrit autant, quand il y a autant d'aphorismes, euh, mais tout n'est-il pas politique? Bon, j'espère que c'est ironique, pastèque et avocat. Pastèque et avocat. J'espère que tu te dis ça de façon ironique, parce que franchement, le truc tout est politique. Oui, tout est politique, mais bon. Je ferai, comment dire, un des lives de cette semaine, ce sera sur la question du rap et de la politique, parce que j'ai été invité à en parler dans plusieurs événements, notamment un qui dans pas très longtemps, je pense dans quelques jours, peut-être même ce week-end avec Ilyes, avec Ilyes, avec Ilyes OMG en personne. J'en ferai la pub quelque peu. Coachella, oui, c'est ça, si seulement. Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi elle est bizarre, mon image, là? Ça a été à chier, là. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Ouais, sur le rap et la politique. J'étais invité à débattre, comment dire, ouais, avec le rap en mieux, exactement. Alors, la première fois, ça va être marrant parce que ce sera avec le mec du rap en mieux et Ilyes euh, et moi-même. Donc, j'ai trop aimé tes vidéos sur Aloha News. Oh, merci, merci, merci. Et oui, le I avec le I, le grand Ilyes OMG, l'inénarrable, l'irremplaçable. Euh, D'ailleurs, j'ai une question. Tu live quand tu veux ou tu as un programme? Ouais, j'ai un programme. C'est tous les matins. En gros, entre 9h et 11h, 11h30. Enfin, ouais, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Dans les eaux, la matinée, le milieu de la matinée, on va dire. Ouais, en semaine, voilà, pas le week-end. C'est ça mon programme. Mais je devrais l'afficher quelque part, mais j'arrive pas à éditer la page Twitch, je sais pas, il y a quelque chose que je fais mal. Normalement, je devrais pouvoir mettre un petit calendrier, mais ça marche pas, j'arrive pas. T'es un gars du matin. Ah ouais, je me force à être un gars du matin en vrai. C'est pour ça aussi que je live pour me forcer à être un gars du matin. Mais après, en ce moment, j'arrive pas à faire grand chose après l'après-midi. J'ai du mal à être très efficace. Mais il faut que je. Après, tout le monde, je pense qu'il y a la chaleur qui joue aussi. Mais bon, bref. C'est un peu la jungle, les options Twitch pour ça, faut bien chercher. Ouais, voilà. Et moi, je suis pas très bon pour chercher, franchement. Je suis assez paresseux là-dedans. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Oui, on fera un live peut-être demain, peut-être après-demain, sur la question du rap et de la politique. Comme ça va me permettre de préparer ces débats un petit peu en public, parce que c'est des objectifs de followers atteints, 2800. Merci, merci, merci. Euh, un comble pour un chercheur. Euh, Ah, c'est le du ça. Déjà, tu live tous les matins, c'est beaucoup. Ah, je sais pas si c'est beaucoup, bah, je sais pas. C'est à la fois beaucoup et peu. Il y a des gens qui live 8 heures par jour, hein, donc 3 heures par jour, c'est pas non plus gigantesque. Ça sera sur quelle chaîne YouTube? Je sais pas si ce sera sur une chaîne YouTube, mais ce sera en personne. Ce sera en vrai, quoi. Ce sera en vrai à Paname quelque part, je sais plus où. Ou à Montreuil, ou dans un truc comme ça. En tout cas, à Paris ou en région parisienne. C'est la première fois que tu tombes sur ton live. Tu es écrivain, c'est ça? Oui, en gros, je suis philosophe. J'écris des livres de philo essentiellement. Et voilà. Euh, j'ai un doctorat en philo. J'ai enseigné à la fac aux États-Unis et au UK. Je suis spécialiste sur les questions de philosophie afro essentiellement. Et voilà pour ma présentation, mon cher Thibaut 95. Donc, je disais, on va avoir ces conversations en public d'une part avec, je crois que c'est Yanis son nom, du rapport mieux et Ilyes OMG.
Donc là, on va débattre de la question du rap et de la politique. Mais après, genre une semaine plus tard, il va y avoir un événement similaire où là, ce sera notamment avec la nana qui, je sais plus comment elle s'appelle, Veil, Veil quelque chose. Son nom de famille c'est Veil, mais je me souviens plus de son prénom. C'est une meuf blanche qui fait aussi Simone Veil, c'est ça, c'est Simone. Non, pas Simone Veil, putain, Simone Veil, ouais, c'est ça. Benjamin, oui, voilà. Simone Veil, elle est rest in peace. Ouais, c'est ça, Benjamin Veil. Et autant vous dire que oui, c'est elle qui fait les trucs c'est de gauche ou c'est de droite. Oh là, ça me déprime ces trucs-là. Oh là 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 là, ça me déprime. Oh, aïe, 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 comme j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et donc le truc, tout est politique, ça m'a fait penser à ça. Parce qu'autant je pense que je suis un petit peu sur la même longueur d'onde, c'est sûr que Ilyes, c'est sûr, grosso modo. Euh, hum, Bonjour Norman, j'espère que tu vas bien. Je viens de finir un docu sur Alzheimer et préconise des cours de philosophie pour recueillir la maladie. Du coup, je prends de l'avance et je consomme ton contenu pour prévenir. Ah bah dis donc, c'est cool. Et ben, j'espère oui, parce que moi ça c'est un peu mon, comment dire, mon angoisse ça. Je pense, je sais pas pourquoi j'ai l'idée que je vais souffrir d'une maladie neurodégénérative. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée-là. Donc effectivement, peut-être que la philosophie, si ça m'aide à m'abstenir de ça, ou en tout cas à reculer le diagnostic, ce serait pas mal. Donc, bonne nouvelle. Euh, D'ailleurs, plus Monster ou 8-6. Bah, ça dépend. Le matin Monster, hein, évidemment. Et même le soir. Dans l'absolu, franchement, il vaut mieux prendre la Monster. Mais la 8-6, dans les moments festifs, et ça passe toujours crème. T'es pas café? Si, si, je prends du café. Mais là, comme il fait chaud, j'ai pris un café le matin. Mais quand il fait chaud, ben, il vaut mieux avoir quelque chose de frais. Même si ce n'est déjà plus très frais. Oui, donc, autant je suis un peu sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le rap avec Ilyes OMG et Yanis, je connais moins, mais je crois que j'ai vu quelques vidéos à lui qui m'avaient plu. Donc, je pense qu'on sera relativement sur la même longueur d'onde. Autant on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec Benjamin Veil. Pas du tout. Parce que ces trucs de droite, c'est de gauche, pour moi, c'est absolument nul et non avenu. Je veux dire, c'est ni fait ni à faire. Enfin, c'est fait. Malheureusement, c'est fait, mais il faudrait plus le faire. Enfin, voilà, c'est catastrophique selon moi. C'est catastrophique parce que, même, je vais pas dire pourquoi je trouve ça catastrophique. On refera un live pour parler de ça. Sinon, c'est de droite ou c'est de gauche, c'est un truc de droite. C'est très drôle la manière dont c'est dit, mais quand on parle de gauche de droite, je pense à Eddington, le film a matrixé. Ben moi, je l'ai pas vu, malheureusement. Bon, bref, on est censé faire des conseils d'écriture. On est censé faire des conseils d'écriture. Alors, vous savez, j'ai fait ça, parce que j'ai un peu improvisé ça, parce on me l'a souvent demandé sur ces lives. J'ai rien préparé du tout. Je me dis peut-être un jour, euh, je ferai un vrai truc. Je ferai comme ils appellent ça les connards. Je ferai une masterclass que je pourrais faire payer comme un vrai boutiquier pour voilà pour comment dire vous soutirer des louis d'or, des doublons espagnols, de vos petites bourses pour que je vous forme et que je fasse de vous des immenses écrivains, que je forme une nouvelle génération de Mark Fisher simplement grâce à la puissance de mon esprit. Devenez Mark Fisher en 3 semaines avec mes cours, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien préparé. Donc ça va être juste, comment dire, un espèce de truc improvisé et, euh, et peut-être l'espoir de mettre ça en forme plus tard. Disons, ça va être aussi un exercice pour moi pour mettre comment dire, en formation prompte, oui c'est ça. Euh, euh, pour, si je puis dire, me mettre moi-même en ordre ce que je pense là-dedans, quoi. Euh,
Mais étant donné que j'ai quand même pas mal d'expérience, donc ça devrait être entre guillemets facile pour. Je voulais devenir Marc Repère et pas Marc Fischer, hein. C'est plus facile de devenir Marc Repère. Encore que, je suis pas sûr que les gens se repèrent forcément à partir de nous, malheureusement. Et encore, est-ce qu'on est un bon repère? Est-ce que les marques repères sont des bons repères? Bon, ça c'est un autre débat. Donc première chose, comment dire, tout à fait décisive, tout à fait importante, c'est que je peux vous parler uniquement de l'écriture théorique, bien entendu, car je n'ai jamais écrit de roman. Je pense que je n'en écrirai jamais. Ça m'intéresse pas particulièrement. Et voilà. Donc moi, les conseils que je peux vous donner sont valables pour écrire des articles, éventuellement écrire des bouquins de philo, des choses de ce genre en fait. Euh, Faire de la théorie, faire de la critique, ce genre de choses. Donc la première chose à savoir, c'est ça. Si vous êtes en train de travailler sur un roman, mes conseils ne vous seront d'aucune utilité. Voilà, ça c'est dit. Donc, première chose, avant tout, vous devez lire des livres, des essais de merde. Hier, on parlait du truc de la dispute de Bégodeau sur Ascendant Beauf. Alors, je sais pas si Ascendant Beauf, comment dire, c'est un bouquin de merde. Moi, ça, franchement, quand je le vois, j'ai absolument aucune envie de le lire. Ça veut pas dire que c'est fondamentalement de la merde. Mais en tout cas, la manière dont la nana répondait à François laissait à penser que elle n'accordait elle-même pas beaucoup d'importance à ce type de choses. Il y a les intellos old school, etc. Moi, je pense que c'est important d'être un intello old school dans ce sens-là. Euh, c'est important d'être un intello old school dans le sens d'avoir des références. Cette absence de référence ou cette absence de fait de s'ancrer dans la tradition, dans les traditions de ce qui a été écrit auparavant, ce n'est pas de la liberté d'esprit, c'est de la cuistrerie et c'est, je pense, peut-être pas l'assurance, mais en tout cas un grand risque de dire des banalités, de dire des platitudes et surtout, et surtout, de ne pas savoir comment est-ce qu'on écrit quelque chose de cool. Parce que parfois je feuillette des livres qui, comment dire, sont sur les étals des libraires, etc. Je vois qu'ils sont écrits comme des carousels Instagram. Écoute, ça peut être cool, mais il faut que ce soit mélangé à autre chose. Le fait que, comment dire, le carrousel Instagram soit une prison et non pas l'un des éléments d'un arsenal beaucoup plus vaste, c'est l'assurance de ne pas faire un livre, mais de faire un produit. Et moi, ça ne m'intéresse pas de vous conseiller de faire des produits. Ça ne m'intéresse pas de, comment dire, de vous expliquer comment faire un livre qui va bien marcher sur le moment et qui n'aura pas de vie longue. Moi, le truc, c'est que mes livres ne se sont pas forcément vendus de ouf. Après, ils se sont tous vendus à, c'est sûr, plusieurs milliers d'exemplaires. C'est déjà quelque chose pour des livres. Après, quand on a l'habitude de regarder les chiffres de stream, on se dit c'est pas grand chose. Mais pour des essais de philo, c'est beaucoup. Mais le truc, ce qui est bien avec ça, c'est qu'ils se vendent, comment dire, c'est rare que ça explose au début, mais ils continuent à se vendre. C'est pas des effets de mode. Et parce que ils ne recherchent pas cette, comment dire, cette sorte de petite moment de buzz et cette facilité à être consommée. Qu'est-ce qui fait durer une œuvre dans le temps pour toi? Comment tu organises tes lectures pour te retrouver parmi tous les concepts? Alors je vais d'abord répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qui fait durer une œuvre dans le temps pour toi? Hmm, je pense que c'est précisément la manière dont elle est écrite. Le fait qu'elle ne soit pas écrite pour satisfaire un public bien précis. Paradoxalement,
je pense que il est préférable, lorsqu'on écrit un essai, de ne pas l'écrire pour un public, de servir l'objet et non pas le sujet. Vous écrivez un texte pour clarifier, rendre lisible, rendre accessible, rendre compréhensible l'objet dont vous parlez. Je pense que c'est vraiment ça qui, pour moi, est le plus important. Vous vous mettez au service d'un objet. Vous n'écrivez pas pour les gens. Vous écrivez pour parler de quelque chose. Vous écrivez pas pour les beaufs. Vous écrivez pour parler de la beaufrie, par exemple. Vous cherchez à clarifier quelque chose. Si votre objectif principal, c'est juste d'être lu, bah, cherchez votre nécessité. Chaque texte doit être marqué par une nécessité, je crois. Si c'est un texte qui est contingent, ça veut dire qu'il pourrait aussi bien ne pas exister, que vous-même, vous l'écrivez parce que vous êtes forcé, c'est que vous êtes en train d'écrire un devoir de classe. Vous n'êtes pas en train d'écrire un essai, vous n'êtes pas en train d'écrire un article. Euh, vous devez parler de quelque chose. Et ce quelque chose dont vous parlez, vous devez essayer de lui apporter quelque chose de supplémentaire, donner des effets, produire des effets de compréhension différents. Alors ça peut être des effets de plaisir, ça peut être, comment dire, des effets d'étonnement. Il y a plein de manières dont vous travaillez la chose. Mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est de se mettre au service de l'objet. Tu parlais d'avoir des références, mais comment est-ce que tu analyses la manière d'écrire d'un auteur quand tu sens que tu aimes bien? Franchement, étant donné que là il s'agit d'écriture théorique, j'analyse pas forcément la manière d'écrire. Le style n'est pas forcément quelque chose qui m'arrête au premier chef. Euh, pour les novices, tu peux faire une BD. Bah, c'est compliqué de faire une BD. Franchement, c'est pas si facile qu'on le dit. J'en sais quelque chose. Euh, L'autre question, comment tu organises tes lectures pour te retrouver parmi tous les concepts? Alors ça, c'est l'autre question. C'est vrai que j'avais commencé par là. Il faut lire. C'est une chose. Il ne faut pas seulement lire, il faut aussi prendre des notes. Ça, c'est très, très important. Si vous entendez devenir un auteur d'essai, un auteur de texte théorique, c'est tout à fait important de lire avec une prise de notes. Au début, vous allez tâtonner. C'est important de trouver la propre manière dont vous prenez des notes et dont vous aimez prendre des notes. Ça, c'est quelque chose que je montre souvent. Je vous montre ma manière de faire. Étienne Klein, il a pris là les notes. Exactement. Exactement. Il a pris là les notes au point de plus savoir ce qui était de lui et ce qui n'était pas de lui. Moi, dans mes livres, dans la page de garde, voilà, j'écris des trucs comme ça. Je prends des notes. Alors, je ne sais pas si la mise en point va se faire. Après, on s'en fout. Peut-être que la mise au point se fasse ou pas. Mais voilà, comment dire. Voilà, je prends des notes comme ça. Quand c'est souligné, ça veut dire que ce sont des, comment dire, que ce sont des citations. Quand c'est pas souligné, c'est-à-dire que ce ne sont pas des citations. Bon, voilà. Et faut respecter un peu la BD et arrêter d'en faire un outil de vulgarisation façon slide Instagram, les gens. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il faut qu'il refasse la mise en point. Allez, je suis là, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon, peu importe après tout. Mais il va finir par il va finir par la refaire. Allez, j'ai jamais vu une bonne BD de vulgarisation, je crois. C'est beaucoup de travail tout ça. Oui, c'est beaucoup de travail. Évidemment, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les bouquins, ça se trouve dans le cul d'un âne? Bien sûr que c'est beaucoup de travail. Tu veux écrire ton bouquin tu veux écrire ton bouquin en écriture automatique ou quoi? C'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr il faut du travail. Euh, donc,
Je prends des notes comme ça. Parfois, comment dire, on prend des notes aussi dans des carnets. Ça existe. C'est un très vieux carnet que j'ai retrouvé. Et voilà, des notes comme ça. Bon, oui, vous voyez le truc. Euh, oui, c'est ça, c'est une mémoire externe. Voilà, exactement, à la Bernard Stiegler, de la mémoire extériorisée. Euh, Ça me saoule que la mise au point se fasse pas. Voilà, merci. Euh, Tu as une écriture plutôt jolie. En vrai, je m'attendais à des pattes de mouche. C'est gentil, mais j'ai fait exprès. Je fais exprès. Au départ, j'avais une écriture absolument dégueulasse, mais comme me suis rendu compte que je devrais beaucoup écrire, etc., prendre beaucoup de notes, comment dire, fait l'effort de bien écrire pour pouvoir bien me relire, etc., et que ce soit que moi-même, j'ai pas trop de déplaisir à me relire. Si vous avez une écriture que vous n'aimez pas, eh ben c'est simple, changez-la. Franchement, c'est pas compliqué. Vous, au fur et à mesure que vous écrivez, vous essayez simplement de faire des lettres qui vous conviennent, etc., de la taille qui vous convient, et c'est tout bête. Mais si vous devez beaucoup écrire, à la main notamment, et que vous avez une écriture qui vous débecte, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, et c'est pas difficile de faire de faire une écriture qui vous plaît. Voilà, faire du calligraphie maxing, c'est exactement ça. Merci Jevroska pour ton abonnement, c'est très gentil. Euh, Et quand tu navigues entre les concepts, tu as des carnets par concept ou juste par livre? Par livre. Vraiment, j'ai des notes dans les livres. Mes carnets, c'est par livre ou par article, etc. etc. Et après, bah, l'essentiel du travail, c'est là-dedans que ça se passe. C'est dans votre petite tête. Vous devez avoir un petit peu en tête ce que vous avez lu, etc. Et après, savoir où aller chercher l'information quand vous en avez besoin. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, la sauce secrète, malheureusement. C'est Alors moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai mes livres avec moi, après ça implique d'avoir beaucoup de livres, en tout cas pas forcément beaucoup, mais d'avoir autour de vous les livres dont vous avez besoin. Ça, c'est une contrainte matérielle, c'est une contrainte économique d'avoir des livres, parce que euh, ou bien vous n'avez pas forcément l'argent pour les livres et vous prenez des PDF, etc. Et ou bien vous les lisez à la bibliothèque, peu importe, mais vous vous entourez de vos carnets. Vous prenez des notes, évidemment pas dans les livres, ce ne sont pas les vôtres, si ce sont euh, comment dire, des livres numériques, vous les prenez dans vos carnets, vous avez vos carnets autour de vous. Et comme ça, vous pouvez toujours aller y prélever les éléments dont vous avez besoin, les citations dont vous avez besoin pour servir votre propos, etc. etc. Ou bien vous avez des livres, voilà, comme derrière moi, et parfois vous regardez ces livres-là quand vous cherchez l'inspiration, vous dites, j'ai ce problème en tête, comment est-ce que, finalement, qui va m'aider à le résoudre? C'est comme lorsque vous êtes dans un JRPG où vous avez plus de personnages que dans votre partie que vous avez de slots dans votre équipe, eh bien vous posez la question, pour résoudre ce problème, quels sont les compagnons que je vais devoir convoquer? Sauf que ces compagnons en question, bah, ce sont pas, comment dire, c'est pas Lune ou Maël ou que sais-je, ça va être tel ou tel bouquin. Ça va être le bouquin de Thomas Ligotti, ça va être le bouquin de Kant, ça va être le bouquin de Nietzsche ou que sais-je. Voilà. C'est de quel type de référence allez-vous avoir besoin pour, euh, pour résoudre ce problème? More click, more damage, c'est pas mal ce blaze aussi. Quand on n'a pas le budget, est-ce que les bibliothèques suffisent encore aujourd'hui? J'ai l'impression qu'elles sont souvent à l'abandon. Ou est-ce qu'il faut pirater les livres? Bah, parfois il faut pirater les livres, oui, tout le monde pirate des livres, il n'y a aucun problème avec ça, notamment lorsqu'on a besoin de livres étrangers, qu'on n'est pas dans un contexte où on en a besoin. Est-ce que les bibliothèques suffisent? Je pense que ça dépend où. Ben, si vous êtes dans une petite ville de province, évidemment que non, les bibliothèques ne suffiront pas. Elles sont effectivement à l'abandon, il n'y a absolument pas toutes les sorties, notamment les rayons qui peuvent vous intéresser si vous êtes spécialisé, ça va être souvent de la merde. Alors, il faut que vous alliez du côté effectivement des bibliothèques universitaires, Onibaku a raison, euh, et voilà, mais les bibliothèques municipales, non, c'est absolument mort. Donc, effectivement, seuls
les grandes villes universitaires pourront satisfaire vos besoins, et notamment avec l'outil du comment dire, notamment avec l'outil du comment ça s'appelle, du prêt entre les bibliothèques, qui peut vous sauver, la mise parfois. 6 règles d'Orwell sur l'écriture. Ah, moi, j'aime pas Orwell, mais bon, bref. N'utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou toute autre figure de style euh, que vous avez coutume de lire. Ok, donc évitez les clichés en somme, ça c'est pas mal. N'utilisez jamais un long mot quand un bref ferait l'affaire. Ah, ça je suis pas sûr. S'il est possible de couper un mot, faites-le systématiquement. Ok, rasoir d'Occam, oui, pourquoi pas. N'utilisez jamais la voix passive si vous pouvez utiliser la voix active. Mouais, c'est vraiment des trucs d'anglo, ça. C'est vraiment des gros trucs d'anglo. N'utilisez jamais une phrase étrangère, un terme scientifique ou du jargon si vous changez à un terme équivalent dans le langage courant. Là-dessus, je suis de plus en plus d'accord avec ça en vrai. Euh, Briser une des règles précédentes plutôt que d'écrire quoi que ce soit de carrément barbare. Oh, mais là on voit le colon, tu vois, on voit le colon et il faut qu'il recourt au concept de barbarie là. Je sais pas, Orwell, je prendrais pas mes conseils d'Orwell personnellement, mais comme tout écrivain, il a des choses intéressantes à dire quoi. Mais si je devais choisir des conseils d'écrivain, des conseils d'écriture, c'est pas forcément de lui que je prendrais. Si vous vous chauffez à lire en anglais, il y a Verso Books qui fait des soldes mortels. 5 ou 6 euros le livre, et édite plutôt des chercheurs philo-penseurs de gauche. Ouais, c'est ça. C'est bien les soldes de Verso Books. Après, si un petit conseil, si vous achetez des livres sur Verso Books, n'achetez aucun livre sur la question raciale. C'est systématiquement de la grosse merde. Par contre, sur les trucs marxistes, etc., franchement, c'est pas mal. Mais tout ce que publie Verso Books sur la question raciale, c'est toujours de la merde. Ça, allez, il y a quelques petites exceptions. Genre le bouquin de Wallerstein et Balibar, c'est un classique, c'est traduit chez Verso Books, où il y a peut-être un truc ou deux de comment elle s'appelle là oh, bref, il y a quelques petites exceptions, mais comment dire, essentiellement ce sera quand même plutôt de la grosse merde, hein. J'ai tendance à redéfinir et limiter au max le jargon technique. Je trouve le travail plus intéressant à faire. J'en veux beaucoup aux physiciens qui font jamais ça. Ouais. Sur la Palestine, ils ont des bonnes rêves quand même. Oui, oui, bien sûr, sur la Palestine, ça va. Sur la Palestine, ça va. Mais sur la question raciale au UK, là où ils sont basés, ou aux États-Unis, c'est nul, hein. C'est grave nul, franchement. Bref, c'est des Anglais, quoi. Les Anglais sur la question raciale, la gauche anglaise sur la question raciale, c'est de la merde. Tenez-vous-le pour dit. Les Français sont plutôt en avance, là-dessus, étonnamment. Enfin, en avance. C'est vraiment de l'avance, mais en tout cas, il y a une perspective quand même intéressante. Est-ce que c'est important de lire les livres des gens d'extrême droite avec qui on n'est pas d'accord pour comprendre comment, en quoi ils pensent, ou ça vaut pas l'effort? Bah, le problème avec les livres d'extrême droite, bah, déjà, ça dépend de votre projet. Il y a des projets où c'est indispensable. Bah, par exemple, j'ai écrit le livre Technofascisme. C'est mon dernier bouquin. C'était tout le but. Limite le seul intérêt du livre, c'était de faire ça, d'analyser une version de pensée et de pratique politique d'extrême droite au sein de la, comment dire, de la caste des milliardaires de la tech. Donc bon, c'était l'objectif. Après, est-ce que c'est quelque chose qu'on est, comment dire, censé faire en général? Non, je ne le crois pas. Et je ne le crois pas d'autant plus que la plupart, enfin, comment dire, l'écrasante majorité de cette production est de très mauvaise qualité. Vous avez quand même beaucoup d'auteurs de gauche qui sont intéressants à lire, mais c'est rare des auteurs d'extrême droite qui sont vraiment de très bonne tenue. Même des choses, même des trucs d'extrême droite que j'aime bien lire. Par exemple, un livre qui m'a vraiment matrixé, c'était Archéofuturisme de Faye. Archéofuturisme de Faye, c'est comment dire, c'est euh, c'est très marrant. Il y a des fulgurances, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez de la merde. Ça reste quand même très farfelu.
il sort les takes de son trou de balle. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous élever. C'est quelque chose qui va au mieux vous fasciner, ce qui a été un petit peu mon cas. Euh, Vraiment, l'un des très rares auteurs d'extrême droite pour lequel je peux dire que j'ai une certaine admiration, on va dire, ça reste Carl Schmitt. Carl Schmitt, pour moi, c'est un petit peu une sorte d'exception, dans le sens où il est quand même plus intelligent, il argumente mieux. Après, il y a un côté un peu dingue chez Schmitt. Carl Schmitt, qui est un juriste nazi, catholique intégriste, etc., qui a notamment écrit son banger, selon moi, c'est Le Nomos de la Terre, qui est une espèce d'histoire de la colonisation du point de vue des colonisateurs, du point de vue d'un raciste, d'un apologiste, pardon, de, du colonialisme européen, etc. Mais quel chef-d'œuvre ce livre-là, quel chef-d'œuvre ce livre-là, et beaucoup de livres de Schmitt sont assez fascinants, quoi. Euh, Même Céline, ses pamphlets, ça pue sa mère. Bah, c'est marrant à lire, quoi. C'est marrant à lire. Il y a de la punchline, c'est écrit d'une façon matrixante. Mais effectivement, après Céline, c'est jamais intéressant sur le fond. C'est le style qui est censé être intéressant. Mais c'est vrai que il n'y a pas même, comment dire, l'aspect existentiel intéressant qu'on a dans Voyage au bout de la nuit, qu'on a dans Mort à crédit, qu'on a dans Guignol's Band, etc. Quoi. Il n'y a pas il n'y a pas voilà, cette connexion à autre chose qu'une espèce de fougue un petit peu délirante, quoi. Mais bon, bref, c'est tout ça pour dire que je pense qu'il y a une rareté quand même des auteurs d'extrême droite intéressants. Euh, et souvent, même les auteurs d'extrême droite sont plus intéressants par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Moi, j'ai été fasciné par la figure de Peter Thiel, qui est vraiment au centre de mon bouquin de technofascisme. Mais c'est pas ce qu'il écrit qui est le plus intéressant chez Peter Thiel, c'est ce qu'il fait, c'est sa manière de vivre, c'est son action qui est intéressante. Euh, c'est plus un homme d'action, même si je trouve qu'il est assez sous-coté, c'est vraiment loin d'être l'auteur d'extrême droite le plus con, parce que les gens disent que c'est nul, qu'il écrit n'importe quoi, etc. Alors que pour moi, de tous les auteurs dont j'ai parlé dans le technofascisme, c'est celui sur lequel les gens se branlent le plus, c'est-à-dire Nick Land, qui est vraiment le plus merdique. Je sais pas, les gens adorent Nick Land, mais Nick Land pour moi c'est vraiment un chier, c'est de la bouillie deleuzienne je vois pas ce qui fascine les gens, c'est une espèce de paraphrase de trucs de science-fiction mêlé à un style post-structuraliste, post-moderne, merdique, enfin, j'ai l'impression, tout ce qu'il y a dans Nick Land, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, et en plus, c'est un gros raciste, vivant, qui écrit de manière raciste, et les gens, ça leur pose aucun problème. Moi j'ai quand même un problème avec la fascination que les gens ont pour Nick Land. Ils détestent, euh, ils détestent Peter Thiel et tout, mais Nick Land, quand même, oh, quel génie. Mais c'est pas un génie, c'est de la merde, franchement. Vous êtes juste blanc, en fait. C'est pas un génie, vous êtes juste blanc, c'est tout. C'est pour ça que vous aimez ça. Vous avez du mal à, comment dire, réconcilier le fait que. Non, j'aime pas trop Deleuze, Liwa 44-20. Ça va, mais comment dire. Évidemment, j'ai une certaine admiration pour le type. J'aime beaucoup l'abécédaire. Je pense que c'est un bon youtubeur, quoi. Mais ses livres me font chier. Je pense qu'il écrit mal délibérément. Que c'est. Comment dire. Bonjour, bonjour. Est-ce que le concept d'article de survey est courant dans ton domaine de recherche? Non, pas trop, parce que dans mon domaine, déjà, il y a tellement peu de choses publiées sur la question de la philosophie des Noirs, etc., que, comment dire, il n'y a pas trop déjà de survie à faire. Il faut que, comment dire, il faut déjà qu'il y ait un stock de publications considérable pour qu'il y ait un survey. Mais en francophone Black Studies, il n'y a déjà pas assez de choses pour que ce soit intéressant, quoi. Euh, Ce sont qui tes philosophes préférés? Alors, ben, on va dire mon préféré, c'est celui sur qui j'ai fait ma thèse, Fanon, Franz Fanon. J'aime beaucoup Hegel. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime pas Deleuze, quoi. C'est parce que c'est un choix, quoi. Dialectique ou immanence, mon cul sur la commode. Donc ouais, grosse admiration pour Hegel. J'aime beaucoup Saint-Augustin, ça c'est vraiment par plaisir, le plaisir de lire Saint-Augustin. Marx un peu, même si je pense que comment dire, en tant que philosophe, il est surcoté parce que c'est une, comment dire, c'est un petit peu une annexe de Hegel. Mais tous les philosophes de gauche qui sont des annexes à Hegel, j'aime bien, tu vois. Les philosophes de l'école de Francfort, ce genre de trucs. Aristote, la poétique, j'adore la poétique d'Aristote.
Le reste d'Aristote, ça me fait suprêmement chier. Platon, j'adore Platon. C'est vraiment un banger. Relire Platon, c'est toujours un truc. Quand j'enseignais Platon, je me régalais. Je me régalais à enseigner ça. Je trouve ça exceptionnel. Euh, quoi d'autre les philosophes modernes, genre early moderne, Descartes, Spinoza, tout ça, ça me fait quand même plutôt chier, franchement. Oui, Héraclite, bah on parlait d'aphorisme tout à l'heure, la base, on va dire, ce qui est presque la source culturelle de l'écriture aphoristique, c'est presque les fragments d'Aristote, les fragments d'Héraclite, pardon. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est devenu vraiment des trucs. C'est devenu des clichetons alors qu'au départ c'était quand même des perles de sagesse. Euh, Même après une licence de philo il y a 10 ans, je sais toujours pas comment commencer Hegel. Pour moi, j'avais commencé en vrai avec mais déjà personne n'a lu tout Hegel. Franchement, il y a peut-être 10 personnes dans le monde qui ont lu tout Hegel. Il faut pas avoir honte de pas lire, de pas se taper l'encyclopédie. Mais vraiment, comment dire, le livre qui a le plus fait parler en France, parce que c'est ça aussi le truc, c'est la phénoménologie de l'esprit. Et moi, j'avais lu ça parce que je travaillais sur Fanon et la phénoménologie de l'esprit a eu de l'influence sur Fanon. Bonjour, monsieur de la Hajari. Bonjour, Emodem. Donc, Hegel, moi, je commencerais par la phénoménologie de l'esprit, quoi. En vrai, c'est dur, faut s'accrocher, mais faut y aller à un moment donné, tu vois. On peut pas te tenir la main pour, comment dire, rentrer sans vaseline dans des trucs aussi durs. Il faut y aller. Il faut y aller au max, quoi. Donc voilà un peu les philosophes que j'aime bien. Mais franchement, vous n'êtes pas obligé de lire des classiques de la philo pour faire ce genre de truc, quoi. C'est vraiment si vous aimez ça, allez-y. Mais il y a des classiques qui sont plus faciles que Hegel. Mais pour moi, ça reste quand même le GOAT, quoi. À partir du moment où tu maîtrises ce genre de truc, où tu maîtrises ce genre de jutsu, de la dialectique, ça t'ouvre tellement de portes. Ça t'ouvre tellement de portes. Comment dire, c'est comme si tu maîtrises des techniques interdites en vrai, tu vois. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de philosophes qui font ce genre d'effet. Tu vois, où tu as une espèce je pense, de saut qualitatif dans ta façon de penser, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon d'aborder les problèmes. Il y a quelque chose quand même de transformatif, je pense, de transformateur dans le fait de s'approprier la manière dont Hegel il pense. Tu connais quelle œuvre de Hegel? Phénoménologie de l'esprit. Phénoménologie de l'esprit, c'est dur, c'est terrible. Phénoménologie de l'esprit dans la traduction d'Hippolyte. Allez, on y va. On part en termes de traduction. Dans la traduction d'Hippolyte. Voilà tout. Bonjour, je me demande qui est le premier historiquement reconnu comme le premier philosophe ou le plus vieux écrit philosophique. Bah, c'est Platon, hein. En vrai, c'est Platon qui a inventé ce truc. C'est Platon qui a inventé le fait de s'autodéfinir comme philosophe, de faire la différence entre ceux qui sont des philosophes, ceux qui ne le sont pas, comment organiser une société entière autour de la philosophie. C'est Platon qui a mis en place ce truc-là. Après, il y a toute une histoire, vous connaissez. C'est pas les Arabes. Bah, les Arabes, les Arabes, ça vient longtemps après. En fait, mais vous savez, il y a cette histoire dans ce livre qui est assez fascinant, que j'enseignais aussi pour un peu matrixer les étudiants. C'est Stolen Legacy, le livre Stolen Legacy de George James. Euh, c'est le mec, c'est un Afro-Américain dans les années 50. Il était prof de grec. C'était un Renoir, donc, sur les Égyptiens. Et il raconte une histoire dedans que j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais c'est plausible. La manière dont il raconte les trucs sont plausibles parce que ça correspond à un truc, comment dire, qui s'est vraiment passé. Vous connaissez tous Alexandre le Grand, le,
conquérant macédonien, l'empereur de je sais pas quoi. Là. Vous le connaissez. Le prof d'Alexandre le Grand, son tuteur, c'était Aristote en personne. Il faisait 1,55 m d'ailleurs. Bon, je sais pas qu'on avait des datas sur la taille d'Alexandre le Grand. Mais il se trouve que Alexandre le Grand, au cours de ses nombreuses conquêtes, a conquis l'Égypte. Et notamment Alexandrie et sa bibliothèque. La fameuse bibliothèque d'Alexandrie, dont, comment dire, qui était censée être l'une des merveilles du monde, etc. Euh, 1 cm de moins que Ronnie James Dio. Oh, je savais pas que Dio, il était petit aussi. Euh, et donc, il a conquis la bibliothèque d'Alexandrie, et il semblerait que ce cher, comment dire, euh, euh, Alexandre, il avait de la suite dans les idées. On sait que dans l'Antiquité, l'Égypte, c'était le centre du savoir. Vous en avez même trace dans les dialogues de Platon. Il y a plusieurs dialogues de Platon, notamment dans le Phèdre, où on parle de l'Égypte et où ça raconte que, dans le Phèdre, par exemple, le dieu de l'écriture, c'est Teuth, c'est un dieu égyptien, quoi. L'écriture était alors associée aux Égyptiens. L'accumulation du savoir, de la connaissance, était un truc d'Égyptien. Il y a plein de philosophes qui ont soit étudié directement avec des Égyptiens, soit directement en Égypte, soit qui ont suivi les enseignements de personnes qui avaient été, qui avaient suivi des enseignements égyptiens. C'était le truc, c'était le Harvard de l'époque, Alexandrie. En gros, c'était comme ça. J'ai juré, Bob Marley te ressemble. Ah bon, c'est la première fois qu'on me dit ça. Bob Marley, vraiment, on est des tismés tous les deux, c'est peut-être ça, hein, je sais pas. Bob Marley, franchement, elle est pas mal celle-là. Euh, euh, je, bon, ok. Je sais pas quoi faire de ça. Euh, euh, et donc, selon George James, Alexandre voulait relocaliser la capitale du savoir de l'Égypte vers le monde grec. Et donc, il a, en somme, mis en place un dispositif de d'apprentissage, de synthèse et de récupération des manuscrits égyptiens, qui n'étaient pas uniquement dans la bibliothèque, mais qui étaient aussi dans les temples. Parce que, à l'époque, les savoirs, ils avaient une dimension qu'on appelle mystagogique. Ça veut dire que c'était un truc d'initiation. En gros, c'est comme, si vous voulez, la franc-maçonnerie, quoi. Vous devez être initié. D'ailleurs, George James lui-même, c'était un franc-maçon afro. Et donc, il y a cette sorte d'initiation dans laquelle vous apprenez des trucs à partir de cette espèce de d'entrer dans un monde de mystère dans lequel vous êtes baigné de plus en plus. Vous apprenez des mathématiques, mais ces mathématiques sont liées à des espèces d'histoires d'ordonnancement divine. C'est censé être un truc vraiment extrêmement matrixant où la géométrie est liée au divin, qui est liée à l'architecture, qui est liée à la philosophie, etc. Tout est mis ensemble. Ça, c'est le truc que, d'après George James, euh, les Grecs ont démoli. En, comment dire, s'emparant des contenus de ces bibliothèques-là, ils ont fait quitter, ce qui peut être une mauvaise chose ou une bonne chose, mais en tout cas, ils ont fait quitter le plan du savoir du plan de l'initiation. Vous pouvez apprendre juste les maths à part. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, de faire ça comme faisant partie d'un vaste processus et d'un vaste rituel d'initiation qui va prendre plusieurs années, etc. etc., etc. Euh, or, il n'y a pas de bibliothèque d'Alexandrie à l'époque d'Alexandre le Grand. Mais il n'y a pas de bibliothèque. Parce que, oui, Alexandrie ne s'appelle pas. De fait, Alexandrie ne s'appelle pas Alexandrie, mais il y a là un centre de culture, de savoir et de connaissance qui est, comment dire, basé sur le culte des mystères égyptiens. On va dire ça comme ça. Et qui sont, comment dire, centrés sur
l'appartenance à cette espèce d'ensemble de religion égyptienne. Euh, mais ça n'existe, comment dire, fonder une ville, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de type qui vient dans une ville et qui décide de la fonder. On baptise une ville, on baptise un lieu. Comme Rémus et Romulus n'ont pas fondé Rome, ils ont, ils lui ont donné, ils ont donné un nom au groupement de population qui était là et comment dire, cette histoire de fondation d'une ville, c'est un petit peu un mythe colonial. Alexandre a joui sur la plage, hop, il y a eu Alexandrie. Oui, c'est ça. En fait, c'est le mythe. Tout ça, ça participe du mythe de la fondation grecque, quoi. Du mythe de la, selon lequel ce sont limite les Grecs qui ont fondé l'Égypte. Bref. Et tout ça nous amène à un autre mythe, le mythe selon lequel, si vous regardez la bibliographie d'Aristote, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de la météorologie, vous voyez de la métaphysique, vous voyez de la physique, vous voyez la poétique, vous voyez la politique, vous voyez la rhétorique. Bref, en gros, il écrit sur absolument tous les domaines du savoir. Et, en tout cas, c'est la question que pose George James, vous êtes censé croire que ce type-là a sorti de son petit cerveau, de son petit esprit, la totalité des, comment dire, connaissances disponibles à l'époque. Aristote serait la source de ces savoirs-là. Or, qui a fondé Charleroi. Or, selon George James, toute l'affaire est là. Aristote n'a pas fabriqué ses savoirs, il les a simplement canalisés. Puisque, comme vous savez, les livres d'Aristote ne sont pas vraiment des livres d'Aristote, mais ce sont les objets de son enseignement. Et quelle est la source première de cet enseignement? Eh bien, ce sont les manuscrits obtenus au cours des conquêtes d'Alexandre en Égypte. Un seul être humain n'aurait pas été capable d'acquérir de première main la totalité de ses savoirs. C'est simplement, si vous voulez, une manière de faire transiter ces savoirs-là de leur source égyptienne vers le monde grec. Or, la postérité a retenu Aristote non pas comme un enseignant et un passeur, mais comme l'originateur, comme l'inventeur, comme le fabricant, comme le philosophe qui a fondé tous ces savoirs, qui a inventé ces disciplines-là, qui a inventé la métaphysique, qui a inventé la rhétorique, qui a refondé la science politique, et tutti quanti. Donc voilà, ça c'est, on va dire, l'interprétation de George James. Alors, on peut la critiquer, on peut y trouver des nuances, des faiblesses. D'ailleurs, les gens, à sa suite, ne se sont pas abstenus de le faire. Mais je trouve quand même ça intéressant. Et en tout cas, l'argument sur la mythification de la figure d'Aristote dans l'histoire de la philosophie occidentale, je pense que ça, c'est quand même un argument intéressant. On en a quand même fait des caisses sur Aristote, alors que, bon, ma foi, c'est assez douteux, effectivement, qu'il ait juste sorti tout ça de son cul. Que Platon ait pu le faire, c'est un peu plus plausible. Enfin, on sent que, déjà, bref, Platon, c'est évident qu'il n'a pas tout inventé, parce que même sa forme dialoguée, il se place comme le rapporteur de quelque chose, comme finalement le chroniqueur de dialogue qui aurait réellement existé, dans lesquels il met un surcroît une espèce de surcroît de métaphysique là-dessus. Donc, il se place même pas lui-même comme pur et simple producteur d'un truc, quoi. Il, il, il constate que les sophistes discutent avec Socrate, etc. Et il raconte ce machin-là. Mais Aristote, c'est vraiment, le mythe de l'auteur, le mythe de la source philosophique grecque, etc. Davantage encore que Platon, quoi. Donc, bref, voilà. Oui, voilà le fameux miracle grec qu'on nous apprend à l'école, qui, euh, qui n'a pas grand-chose qui n'a en réalité pas grand-chose de miraculeux, parce qu'il s'explique par l'histoire et par la géopolitique de l'époque, presque, j'ai envie de dire. Bref,
tout ça ne nous donne... enfin, tout ça, c'est pas vraiment des conseils d'écriture. Si, peut-être que c'est un conseil d'écriture. Si vous voulez écrire quelque chose, faites comme Aristote, vous pillez les savoirs d'un autre pays et vous faites comme si c'était les vôtres. Ça, je pense que c'est un excellent conseil d'écriture et en réalité, plein de gens font ça. Euh, notamment, notamment les youtubeurs, les vidéo-essayistes français, ils font tout ça. Ils regardent des vidéos-essais ricains, ils les traduisent un petit peu et ils font la même chose. Donc, je pense que c'est en réalité un excellent conseil. Fun fact qui n'a rien à voir avec la philo, mais il y a un gorille d'eau argentée aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine qui s'appelait Platon. Ok. Ok.